Cet après-midi, 250 ans après la mort du roi Louis XV, je vous raconte celui qui a bien failli lui ôter la vie bien des années auparavant et qui en a lourdement payé le prix, ou la véritable histoire de Robert-François Damien, l'homme qui a voulu assassiner Louis XV. Quelles étaient les motivations de celui qui a attenté à la vie du roi ? Dans quel contexte se trouvait alors le royaume de France ? Quel châtiment était réservé aux régicides sous l'Ancien Régime ? Europe 1, 15h-16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Nous sommes le 10 mai 1774 au château de Versailles. Il est 15h30. Il y a donc 250 ans, jour pour jour, et je dirais même heure pour heure, dans la chambre du roi Louis XV, surnommé le bien-aimé, mais devenu très vite impopulaire dans la capitale, la bougie allumée la nuit précédente et déposée sur le balcon est éteinte. C'est un signal. Après un règne de 58 ans, 8 mois et 9 jours, Louis XV, 64 ans, vient de rendre son dernier souffle. Si son arrière-grand-père, Louis XIV, le roi Soleil, est mort d'un manque de sang dans la jambe qui a conduit à une embolie et doublé de gangrène, Louis XV, lui, est emporté par une septicémie aggravée de problèmes pulmonaires. Décidément, chez les rois de France, la mort est moins flamboyante que les règnes. Louis XV a d'ailleurs contracté la petite vérole à la fin de sa vie et par conséquent, il est le seul roi de l'histoire du royaume à ne pas avoir été embaumé. Quand le peuple apprend que Louis XV a rendu l'âme, à Paris, c'est l'effervescence. Des fêtes spontanées s'organisent. On a l'impression de revivre les célébrations qui avaient accompagné la mort de Louis XIV. Car, comme son aïeul, Louis XV n'a pas réussi à conserver intacte la confiance des Parisiens. À tel point que 2 jours plus tard, le 12 mai, le cortège funéraire royal doit contourner Paris en pleine nuit afin de rejoindre la dernière demeure des rois de France, la basilique de Saint-Denis. Il est hors de question de prendre le moindre risque. En déplaçant la dépouille du monarque en pleine journée, on pourrait l'exposer à des excès de rage de la part du peuple de Paris. Parce qu'il faut bien l'avouer, le règne de Louis XV a été, à de multiples égards, secoué par des crises successives. Il a réussi à se mettre à dos beaucoup de monde, les parlements et une partie de la noblesse en tête. Beaucoup lui ont reproché son attitude louvoyante, tantôt bien trop ferme, tantôt bien trop molle. C'est à cause de lui que l'Empire français aurait été réduit. Sa maîtresse principale, la marquise de Pompadour, ne faisait pas non plus l'unanimité auprès de la garde rapprochée du roi, à commencer par le dauphin, le futur Louis XVI. Et si Louis XV a fermé définitivement les yeux, ce 10 mai 1774, il aurait pu mourir bien plus tôt. Car parmi ceux qui lui voulaient du mal, un homme est allé plus loin que les autres, pour l'anéantir. Sans succès donc, mais on a lourdement payé le prix. Son nom, Robert-François Damien. C'est en 1757, soit 17 ans avant la mort bien réelle du roi, que celui dont le nom est entré dans l'histoire pour son acte a poignardé le souverain français. Mais revenons justement sur cette journée et celles qui ont précédé ce 5 janvier 1757. Il fait froid, très froid cet hiver-là. Alors Louis XV, qui a alors bientôt 47 ans, prend une décision raisonnable. Quitter Versailles et son château inchauffable pour rejoindre le domaine de Trianon, certes plus modeste, mais aux températures plus clémentes. Le 5 janvier, il décide de rendre une visite à sa fille, Madame Victoire, qui, elle, est restée à Versailles. Comme tout le monde, elle subit la rudesse du climat et souffre d'un rhume. Le roi, qui l'apprécie beaucoup, vient prendre de ses nouvelles au château. Plus de peur que de mal, sa fille adorée se remet fort bien. Alors, à 5h30, Louis XV et ses proches se mettent en marche. On repart pour Trianon. Mais le trajet retour ne va pas se passer comme prévu. De trajet de retour, il n'y en aura d'ailleurs absolument aucun. Car, comme le décrit le chroniqueur Edmond Jean-François Barbier, alors que Louis XV demande à ce qu'on lui avance son carrosse en bas de l'escalier, devant la salle des gardes, dans un petit enfoncement près de la voûte, s'était posté un inconnu. Cet inconnu, au visage fin et au nez aquilin, c'est donc Robert-François Damien, qui attend patiemment que le roi soit à sa portée pour lui asséner le coup fatal. Il est 5 heures passées de 45 minutes désormais et Sa Majesté descend l'escalier pour se faufiler jusqu'à son carrosse. Il n'est pas seul, loin de là. Il est accompagné du dauphin, suivi par le duc d'Ayen, le duc de Duras, le marquis de Montmirail, colonel des 100 Suisses, son premier et second écuyer, sans compter ses gardes du corps. Quant au duc de Richelieu, il ferme la marche.
En ce début de mois de janvier, à cette heure avancée de la journée, la nuit s'est largement invitée au-dessus des têtes. Et malgré les torches portées par les domestiques, on y voit très peu. Personne n'aperçoit donc cet homme recouvert d'une redingote gris-brun et coiffé d'un chapeau qui s'élance à travers le cortège en direction du roi. Louis XV est déjà en train de se hisser à l'intérieur de son carrosse quand, tout à coup, Robert-François Damien sort un couteau en forme de canif et le plante dans les côtes du souverain côté droit. « On m'a donné un furieux coup de poing », aurait alors réagi Louis XV. Tout d'abord, le roi relâche l'appui qu'il prenait auprès de son premier écuyer, le marquis de Berengan. Ensuite, il titube et enfin se reprend. Il parvient même à remonter l'escalier seul pour trouver refuge dans sa chambre. Son assaillant, on ne peut pas dire son assassin, est arrêté, lui, sur le champ. Dans la chambre du roi, c'est le branle-bas de combat. On installe Louis XV à la hâte sur le lit, on le déshabille. Le problème, c'est que son premier chirurgien, Germain de la Martinière, est à Trianon. C'est donc le chirurgien du dauphin, Prudent Évin, qui procède à une saignée du roi. Mais il n'ose regarder plus en détail l'étendue des dégâts. Alors, en attendant l'arrivée de son chirurgien, Louis XV se voit déjà mourir. Il désigne son dauphin comme son lieutenant général et donc son successeur. Et quand la reine Marie Ledzinska et ses filles volent à son chevet, il leur demande pardon pour les scandales qui ont émaillé sa vie privée. Pourtant, alors qu'il se confesse auprès de son aumônier, son chirurgien peut enfin l'examiner. Plus de peur que de mal. Certes, le coup porté par Robert-François Damien s'est logé entre la 4e et la 5e côte, mais fort heureusement pour lui, elle n'a touché aucun organe vital et la plaie est peu profonde. À cela, 2 explications sont avancées. La première est une erreur de débutant de l'assaillant. Peu habitué à commettre des meurtres, il a utilisé la lame la moins longue de son canif. Et la deuxième raison de l'échec de sa tentative d'assassinat réside dans les conditions météorologiques. Avec ce froid hivernal, Louis XV a multiplié les épaisseurs pour avoir bien chaud. Au moins 4 couches de vêtements sont superposées sur son torse. La lame a donc été fortement retenue et n'a pas pu se planter directement au plus profond de la chair du souverain. A priori, Louis XV est donc tiré d'affaire, ou presque. Car dans l'entourage proche du roi, on n'écarte pas l'idée d'un empoisonnement. Certes, le souverain n'est pas mort sur le coup, mais qui peut certifier que la lame du couteau n'est pas enduite de poison et que ce produit toxique ne va pas se diffuser dans son corps? Une mort lente, sournoise et atroce l'attendrait donc durant les prochaines heures. Il n'en est rien. Quelques jours plus tard, Louis XV reprend son quotidien d'avant la tentative d'assassinat, à savoir chasse aux cerfs et visite régulière auprès de Madame de Pompadour. Dans la rue, pourtant, la nouvelle se répand très vite. Dans son livre « Les régicides », Christophe Chevalier explique qu'à Paris, Monseigneur de Beaumont ordonna comme il convenait les prières de 40 heures dans toutes les églises. On pleure Louis XV, pourtant bien en vie. Robert-François Damien, celui qui s'en est pris à l'homme le plus puissant du royaume, va devoir, quant à lui, répondre de son acte. Pour les juges et la police, il s'agit dans un premier temps de cerner le profil de ce meurtrier en herbe. Qui est donc cet homme inconnu dans l'entourage du roi et de ses gardes rapprochés? Très rapidement, en recoupant les informations, les enquêteurs parviennent à reconstituer son parcours. Robert-François Damien a environ 42 ans au moment des faits. Il est né dans le village de la Thieulois en Artois, près d'Arras. Il est marié, sa femme est cuisinière. De leur union est née une fille, désormais apprentie couturière. Domestique toute sa vie au service de différents maîtres, en janvier 1757, il revient à Paris après 6 mois passés dans sa région natale. Il n'est pas parti rendre des visites de courtoisie auprès des membres de sa famille. Il y a trouvé refuge, loin de la capitale, car un ordre d'arrestation à son encontre avait été édité en juillet 1756. La raison est simple, il avait volé à son dernier maître en date pas moins de 240 louis. Alors, Robert-François avait décidé de se faire oublier. Car celui que ses 9 frères et sœurs avaient surnommé dans sa jeunesse Robert le Diable en raison de sa personnalité intenable est loin d'être un enfant de cœur. Pendant son procès, on apprendra qu'il aime s'enivrer de vin et courir les femmes. Très secret, il passe sous silence son véritable nom et préfère se faire appeler Flamand auprès de ses employeurs. Il faut dire qu'à l'époque, la condition sine qua non pour servir comme domestique est de rester célibataire. Or, notre Damien est marié et père de famille. Il ne peut donc pas divulguer l'intégralité de sa vie privée. Pourtant, un point intrigue les enquêteurs dès son arrestation. Ce sera d'ailleurs l'objet principal de son procès.
Bien sûr, le motif de cette tentative d'assassinat sur le roi les interpelle, mais c'est surtout l'implication de potentiels complices, voire de commanditaires de ce régicide qu'ils veulent percer à jour. Damien a-t-il fomenté ce meurtre seul ou n'est-il que le maillon d'une conspiration plus grande ? Alors, les interrogatoires se multiplient. Mais les réponses de Robert-François Damien sont assez floues. Il s'embourbe notamment dans les raisons de ce passage à l'acte. Tantôt politique, il aurait voulu mettre en garde Louis XV sur son opposition avec les parlements. En effet, sous l'Ancien Régime, les parlements ont l'obligation d'enregistrer les actes royaux après avoir vérifié leur compatibilité avec le droit, les usages et les coutumes locales. Et à la fin du règne de Louis XIV et sous Louis XV, ces parlements sont de plus en plus vindicatifs. Ils organisent une fronde parlementaire, aussi appelée jansénisme parlementaire. Leur objectif est qu'une fusion ait lieu pour donner naissance à un Parlement national à l'image de ce qui existe déjà en Angleterre. Le roi Louis XV s'y oppose fermement. Dès le soir de son arrestation, le 5 janvier 1757, Robert-François Damien affirme donc avoir voulu forcer le roi à revoir ses positions politiques. Plus tard, il mettra en avant des raisons religieuses. Le 26 mars, par exemple, quand on lui rappelle qu'il aurait dit à l'un de ses maîtres que c'est par principe de religion qu'il a commis son crime, il répond que c'est parce qu'on refusait les sacrements à d'honnêtes gens qui étaient dignes de les recevoir et qu'on enterrait comme des chiens. Damien ferait alors référence à la crise qui oppose notamment les évêques et les parlements et le rôle que ne parvient pas à tenir Louis XV. Le roi ne veut pas trancher entre d'un côté la religion catholique sur laquelle se fonde son pouvoir de droit divin et de l'autre le courant janséniste qui se développe et désacralise progressivement la royauté. Mais les enquêteurs peinent à comprendre comment ce simple domestique peut s'être emparé de telles questions pour justifier sa tentative de régicide. Les égarements de Louis XV durant ses presque 60 ans de règne paraissent trop éloignés des préoccupations premières de ce valet qu'est Robert-François Damien. Car effectivement, le roi doit affronter bien des déboires depuis son accession au trône en 1715, alors qu'il n'a que 5 ans. Ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas s'être emparé du pouvoir avec charisme et d'avoir trop écouté ses proches. Bien sûr, il est à l'origine de la création de l'école royale de la marine du Havre, l'école nationale des ponts et chaussées ou encore l'école royale du génie de Mézières. Mais Louis XV, c'est aussi ce monarque qui ne sait pas toujours dire non, et notamment à sa maîtresse, Madame de Pompadour. Pour elle, le roi accepte de nommer ses proches qui souvent ne disposent pas des compétences requises pour assurer de grandes responsabilités. Pire, il renvoie certains de ses ministres les plus importants, comme le comte d'Argenson, car la favorite ne le porte pas dans son cœur. En matière de politique extérieure, Louis XV commet également de nombreux impairs. C'est sous son règne que se déroule la tristement célèbre guerre de 7 ans. Elle voit s'opposer la France alliée à la Prusse face à l'Angleterre, qui a fait alliance avec l'Autriche. Les Anglais et les Autrichiens en sortent grands vainqueurs. L'empire colonial français perd ainsi, entre autres, ses acquisitions en Inde. C'est un coup dur pour la France et Louis XV. Mais de son côté, Robert-François Damien doit faire face à son procès et aux conséquences tragiques qui vont en découler. Presque 3 mois. Entre la tentative d'assassinat contre le roi et son exécution à lui, Robert-François Damien va attendre presque 3 mois. Tout d'abord, il faut décider de qui instruira le procès. D'ordinaire, il revient à la prévôté de l'hôtel du roi de mener ses audiences. La tentative d'assassinat ayant été perpétrée dans une maison royale, ce serait donc à des conseillers d'État et autres maîtres des requêtes de remplir cette tâche. Pourtant, après des négociations dans le plus grand secret avec le roi, c'est finalement la grande chambre du Parlement qui est choisie. Robert-François Damien passe ses premiers jours de détention à Versailles, où il subit de nombreuses tortures. On le met nu, puis on lui brûle les mollets avec des tenailles rougies par le feu. Il est attaché sur son lit au niveau des bras, des jambes et du torse. 15 jours plus tard, il est transféré à la conciergerie. Là-bas, ses conditions de détention s'améliorent. Il mange davantage, il est autorisé à marcher. On raconte que parfaitement apaisé, il lui arrive de réclamer un peigne et de la poudre pour entretenir ses cheveux. Mais en parallèle, les investigations se poursuivent. Si Louis XV a déclaré immédiatement qu'il pardonnait à son agresseur, le sort de Damien ne relève plus de la bonne volonté du monarque. La famille du prévenu, ses amis, ses anciens employeurs, tous sont interrogés. Quelques-uns louent sa fidélité. Beaucoup décrivent un personnage irascible, inconstant. De toute façon, chacun le sait. Il ne s'agit que d'un simulacre de procès, car
Le sort qui lui est réservé, Damien le connaît, c'est la mort, et elle va se révéler particulièrement atroce. Plus de 10 audiences se succèdent et Robert François comparaît enfin le 26 mars. Ceux qui assistent à son interrogatoire ne peuvent cacher leur surprise. Le prévenu est tantôt léthargique et abattu, tantôt fier et dominateur. Le duc de Luynes écrit par exemple qu'il est à son aise sur la sellette comme dans un fauteuil. Le président Hénault confirme « Je n'ai jamais vu d'homme plus insolent. Il nous fait baisser les yeux en parcourant tous les bancs. » Cependant, quand arrive le 28 mars, le jour de son exécution, Robert François Damien ne s'attend pas à un tel déferlement de haine. Avant d'être mis à mort, le condamné bénéficie d'un passage par Notre-Dame de Paris. Il est 3h de l'après-midi et Damien quitte la conciergerie pour faire amende honorable. Il se dit qu'après avoir écouté la lecture de son arrêt, l'homme qui a voulu assassiner Louis XV aurait déclaré « La journée sera rude ». Et il faut l'avouer, il fait preuve d'une très grande clairvoyance. Le supplice, suivi de la mise à mort, a lieu place de Grève, mais le bourreau n'est pas tout à fait prêt. Alors pendant 30 minutes, Robert François fait face à son échafaud. Il observe les derniers ajustements en vue de son assassinat, car il ne s'agira pas de le tuer rapidement sans souffrance, bien au contraire. On l'installe sur une table, fermement attachée. Il est 5h et le supplice peut enfin commencer. Écoutez plutôt la description que le chroniqueur Edmond Jean-François Barbier fait de cet événement. Il fut tenaillé aux mamelles, bras, cuisses et gras des jambes. Le bourreau lui versa sur les 10 endroits du plomb fondu, de l'huile bouillante, de la poix résine brûlante, de la cire et du soufre fondu ensemble. Vous pensiez la torture terminée ? Ah non, loin de là. Pourtant, Damien souffre, mon Dieu, la force, Seigneur mon Dieu, ayez pitié de moi, Seigneur mon Dieu que je souffre, donnez-moi la patience. Et encore une fois, le condamné peut demander de l'aide au Seigneur, car son cauchemar n'en est qu'à ses débuts. Le pire est à venir. Il a en effet été décidé que sa mort serait opérée par écartèlement. Pour ce faire, ses bras, ses jambes et ses cuisses sont attachés à 4 chevaux qui chacun, conduits par des cavaliers, ont pour mission de galoper vers 4 coins différents. Leur objectif, qu'ils emportent avec eux les membres du domestique Damien. 1 heure. Pendant une interminable heure, les tentatives pour démembrer le condamné se multiplient. Mais il n'y a rien à faire. Robert François est une force de la nature et malgré les assauts, ses bras et ses jambes restent fermement attachés à son tronc. Bon, il y a bien une solution pour faciliter ce désossage, scalper les ligaments. Mais les commissaires refusent. Et pendant ce temps, Damien souffre le martyre devant une foule qui n'a pas été aussi nombreuse depuis plusieurs années. Hommes, femmes, ils se sont tous installés aux fenêtres qui donnent sur la place de Grève. Ils se sont assis sur les toits des maisons. Personne ne veut rater ce spectacle. Ce n'est pas rien tout de même, la punition sanglante d'un homme qui a tenté d'assassiner leur monarque. Alors, si les extrémités de Damien résistent, les commissaires, eux, cèdent. Ils acceptent enfin qu'on entaille les articulations du condamné pour faciliter la dislocation du corps. Il est aux alentours de 6 heures et une nouvelle tournée de galop s'apprête à débuter. Cette fois, cela semble être la bonne. C'est tout d'abord une cuisse qui se détache en premier, suivie d'un bras. Le chroniqueur Barbier décrit par le menu cette scène finale. Âme sensible s'abstenir. Damien regarda encore cette douloureuse séparation. Il parut conserver la connaissance après 2 cuisses et un bras séparés de son tronc. Ce ne fut qu'au dernier bras qu'il expira. Il était 6h15, après quoi les 4 membres et le corps ont été brûlés sur un bûcher. Si la foule semble se gargariser de cette torture insoutenable aujourd'hui, qu'en est-il du roi Louis XV à l'époque ? Si l'on en croit la marquise de Créqui, le roi fit des cris et s'enfuit. Il aurait prié le bon Dieu pour le repos de l'âme de son assassin et même eu des larmes aux yeux pendant toute la soirée. Mais ce témoignage est à considérer avec précaution. Une chose est certaine, Robert François Damien est le dernier condamné à avoir subi en France l'écartèlement. Après sa mort, sa maison est rasée, il est formellement interdit d'y rebâtir quoi que ce soit. Sa femme, sa fille et son père sont bannis du royaume, sous peine de mort immédiate en cas de retour. Le reste de sa famille est contraint de changer de nom. Cependant, une trentaine d'années plus tard, alors que Louis XVI et son épouse Marie-Antoinette, dite l'Autrichienne, font face à la Révolution, plusieurs membres de la famille du condamné reprennent le nom de Damien
comme un symbole à leur opposition à la royauté. Quant à Louis XV, dévoré par la petite vérole et mort donc de septicémie le 10 mai 1774, il y a 250 ans jour pour jour, ses restes seront presque 20 ans plus tard, en 1793, jetés par les révolutionnaires dans une fosse commune sur de la chaux vive. Une question reste en suspens. Et si Robert-François Damiens avait transpercé le cœur de Louis XV, l'histoire du royaume de France aurait-elle été différente ? Europe 1, historiquement vôtre. Yves Carlier, merci d'être resté avec nous sur Europe 1. Si Louis XV avait perdu la vie ce 5 janvier 1757, ce n'est pas le roi Louis XVI que notre histoire a connu qui lui aurait succédé, n'est-ce pas ? Ça aurait été un autre Louis XVI, ça aurait été le fils de Louis XV, le dauphin, qui était le père de Louis XVI. Je rappelle juste que Louis XVI n'est que le petit-fils de Louis XV. Alors, que se serait-il passé si le dauphin était monté sur le trône ? Les choses auraient été complètement différentes. Un peu comme son père, le dauphin était tenant d'un absolutisme de droit divin, tel que théorisé par Bossuet. Mais là, ça aurait été la même chose, mais ce qui aurait été radicalement différent, c'est que le dauphin était beaucoup plus pieux, très proche de l'Église. On en faisait même un dévot. Il était un des tenants du parti dévot à la cour, c'est-à-dire qu'il était fortement opposé à Madame de Pompadour, notamment. Lui et ses sœurs avaient affublé Madame de Pompadour d'un surnom que je ne répéterai pas, mais que vous connaissez certainement. Oui. Ça aurait été déjà la fin de Madame de Pompadour, avec tout ce que ça impliquait. Comme dépense. Comme dépense éventuellement, mais surtout comme position à la cour. J'en reparlerai parce que quel était le rôle de Madame de Pompadour, plutôt la position de Madame de Pompadour à ce moment-là, au moment de l'attentat de Damiens. Ça aurait été surtout la différence avec son grand-père, ou avec son père plutôt, c'est qu'il n'y aurait jamais eu l'alliance avec l'Autriche. Donc on est en 1756, un an avant l'attentat. C'est ce qu'on appelle le renversement des alliances, c'est-à-dire que l'ennemi séculaire qui était les Habsbourg deviennent les alliés contre la montée en puissance de la Prusse et de l'Angleterre. Donc là, le dauphin n'aurait jamais admis cette alliance avec l'Autriche, et en conséquence de quoi, le mariage de Louis XVI et de Marie-Antoinette n'aurait certainement jamais eu lieu. Voilà une belle uchronie. Voilà, et autre conséquence, il n'y aurait pas eu, par exemple, au niveau religieux, l'expulsion des jésuites, tel que Louis XV l'a ordonné. Le dauphin était proche de ce mouvement, ou de la congrégation des jésuites. Donc voici quelques conséquences si Damiens avait réussi son coup, si je puis dire. Yves Carlier, le 5 janvier 1757, Robert-François Damiens tente d'assassiner Louis XV. À cette date, le monarque règne depuis plus de 40 ans déjà. Dans quel contexte se trouve alors le royaume de France ? Et où en est-on de la popularité du roi ? Alors, le royaume de France est encore, pour un certain temps, un des royaumes les plus puissants de l'Europe, mais il doit faire face à la montée en puissance économique de l'Angleterre, et même maritime de l'Angleterre, et la montée en puissance territoriale de deux autres pays. L'un qui est la Prusse, avec qui la France a été alliée, puis ensuite ils vont devenir les ennemis jusqu'au XXe siècle. Et l'autre, c'est la Russie, qui commence à être un acteur majeur de la politique européenne. Donc, le royaume était puissant, mais il était miné par l'intérieur des conséquences d'une montée de l'opposition, d'une opposition à la fois religieuse et à la fois politique, qui était notamment menée par les parlements. En fait, Louis XV incarne la monarchie absolue, et il a en face de lui la montée des idées qu'on appellerait des philosophes, dont l'expression la plus célèbre est l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Et l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert commence, donc c'est quelques années avant l'attentat de Damiens, commence à poser des questions sur la légitimité du pouvoir, tel qu'il est exercé, notamment le pouvoir de droit divin. Donc à partir de là, il y a des penseurs ou des philosophes, comme on disait à l'époque, qui partent du principe que le pouvoir n'est pas de droit divin, donc ils remettent en cause l'absolutisme de droit divin, mais que le roi n'est que le représentant de l'expression du pouvoir. Donc il y a eu une forme d'opposition, et alors là-dessus se greffe une opposition politique qui était les parlements. Donc le royaume n'était pas le royaume uni tel que la Révolution l'a imposé, c'était un royaume composé de régions, chaque région avec son parlement, et ce parlement vérifiait d'abord que les lois édictées par le gouvernement central étaient conformes aux droits coutumiers et aux droits locaux. Or il s'avère que c'était une mosaïque de droits, rien ne pouvait être imposé à l'un et à l'autre de la même
manière, ce qui fait que les parlements ou les parlementaires ont été des forces d'opposition, alors sous prétexte de défendre les libertés individuelles ou collectives dans leur région, en fait, et les historiens sont de plus en plus d'accord là-dessus, ils défendaient leurs privilèges, tout simplement. Et les parlementaires, notamment les parlementaires parisiens, étaient un foyer de ce qu'on appelle le jansénisme. C'est-à-dire le jansénisme, c'est un mouvement religieux qui est apparu au XVIIe siècle, qui a été combattu par la papauté, combattu par Louis XIV, et ces jansénistes, pour différentes questions de dogmes, c'est essentiellement des dogmes, en fait, ont commencé à former une opposition à la fois religieuse et surtout politique. Donc ils remettaient en cause le côté divin du pouvoir du roi. Donc tout ceci faisait que, entre les querelles religieuses qui devenaient des querelles politiques, les idées des Lumières, et enfin un dernier point qu'on mesure aujourd'hui, c'est l'extrême impopularité de la paix d'Aix-la-Chapelle. Donc après la guerre de succession d'Autriche, qui a été rapide, mais le traité d'Aix-la-Chapelle date de 1748, et en fait elle n'avait pas été comprise parce que la France a été victorieuse, mais a rendu les territoires qui ont été conquis. Et là, ça a été une incompréhension. Et c'est le début de l'impopularité de Louis XV au niveau politique, au niveau économique, et tout s'est focalisé, moins sur Louis XV au début, mais plutôt sur Madame de Pompadour. L'attentat, je l'ai raconté, a lieu en fin de journée vers 18h, alors que le monarque quitte le château de Versailles. Le roi fait-il le récit de cet événement dans son journal? A-t-on des lettres, par exemple, dans lesquelles il relate ces faits à des proches? Non, malheureusement, on n'a pas de relation directe de Louis XV. On n'a que des relations indirectes à travers des mémorialistes qui disent, notamment le duc de Crouy, qui a été non pas présent au moment de l'attentat, mais qui a été très rapidement dans la chambre du roi après l'attentat. On sait que Louis XV s'est intéressé à ce procès de Damiens, et il existe à la bibliothèque municipale de Versailles les exemplaires du procès de Damiens, qui est l'exemplaire de Louis XV, aux armes du roi. Donc Louis XV a eu entre les mains les pièces du procès, donc les a-t-il lues? Je suppose qu'il les a regardées. On sait que Louis XV a été meurtri à l'idée que l'on puisse attenter à sa vie. Je pense qu'il ne comprenait pas, il estimait que étant monté sur le trône grâce à Dieu, il pensait qu'il avait une sorte d'aura protectrice divine, et il n'a pas compris. Au début, il a été meurtri, et il y a un moment un courtisan qui lui demandait « Mais est-ce que vous avez mal là ?» en lui montrant son cœur, là où normalement le couteau aurait dû frapper. Il a dit « Là, ce n'est rien », et il a montré sa tête en disant que finalement la meurtrissure était plutôt psychologique. Et là, Louis XV a été fortement marqué par ce fait. Mais Yves Carlier, est-ce qu'il existe des objets relatifs à l'événement qui nous sont parvenus? Je sais pas, l'arme du crime, le canif a été conservé? Non, l'arme du crime, le couteau n'a pas été conservé. Il a été brûlé au début du supplice de Damiens. La première chose qui a été faite, c'est qu'on lui a attaché le couteau à la main qui tenait le couteau, et on a brûlé l'un et l'autre. Voilà, histoire de faire disparaître à la fois l'objet et ce qui tenait l'objet. Par contre, il existe d'autres pièces du procès qui sont les pièces, les pièces à conviction, on dirait aujourd'hui, qui sont conservées aux archives nationales. Notamment, il y avait la redingote et la veste que Damien portait à ce moment-là. Il avait son chapelet, parce qu'il était quand même chrétien ou catholique. Il y a des manches de cravate. Il y a le gant assez spectaculaire qui est probablement le gant avec lequel il tenait le couteau. Et il y a surtout une étonnante lettre de Louis XV, à Louis XV plutôt, où on voit que Damien n'avait peut-être pas toutes les lucidités qu'on aurait imaginées pour quelqu'un de complètement organisé. Et à la Bibliothèque nationale de France, il existe dans le fond Joly de Fleury. Joly de Fleury, c'était le procureur général au Parlement de Paris, donc il a instruit le procès, et il a gardé les couteaux. Alors non pas les couteaux de Damien, mais les couteaux de la famille de Damien, car en sorte de principe de précaution, la police, et notamment le duc de Crouy qui était gouverneur alors du Nord, là où vous dépendez d'Arras, donc la police a fait une descente dans la famille Damien, et ils ont raflé tous les couteaux qui existaient. Donc on a des couteaux de la famille Damien qui laissent imaginer ce que pouvait être le couteau qu'avait Damien. Mais un mot quand même sur les motivations de Robert-François Damien. Vous parlez de cette lettre qu'il adresse à Louis XV. Il y a plusieurs versions pour expliquer son geste. Aujourd'hui, les historiens tirent quelle conclusion ? Alors, la conclusion, maintenant manifestement, c'est que c'est la tentative menée par ce que j'appellerais un illuminé. Donc, il y a quelqu'un qui n'avait pas toute sa raison. Un solitaire, un geste solitaire illuminé, oui. Comme en témoignent les différentes versions qu'il a avancées
quant au geste. Parfois c'était religieux, parfois c'était politique, donc c'était pas très stable. La lettre qu'il a écrite à Louis XV des Archives nationales témoigne vraiment d'un esprit troublé. Immédiatement, comme vous l'avez dit dans votre chronique, on a essayé de savoir s'il y avait des complices. Alors, on n'a pas trouvé de complices. Alors, s'il y avait des commanditaires, alors bien sûr, à ce moment-là, le royaume de la médisance a commencé à se dire. Donc, d'un côté, les parlementaires ont dit que c'était la faute des jésuites. Les jésuites ont dit que c'était la faute des jansénistes qui étaient parlementaires. On a cherché du côté de l'Angleterre de savoir s'il pouvait pas y avoir des sources. Pas du tout. Par contre, ce que les historiens imaginent aujourd'hui, c'est que Damien, et vous l'avez indiqué dans votre chronique, Damien était au service de plusieurs personnes, il était domestique, notamment au service de parlementaires. Et certains des parlementaires ont pu, lors de dîners, lors de discussions, exprimer leur opposition au pouvoir tel que Louis XV l'exerçait, et peut-être que ça a influencé Damien, où il s'était dit c'est un mauvais roi. Et là-dessus, vous avez dit quelque chose d'assez intéressant et assez frappant, c'est que on refuse le sacrement à des personnes, en fait ce sont des jansénistes, pour les enterrer un peu comme des chiens dans une fosse commune, et je pense qu'il a trouvé ça une forme d'injustice. Donc les parlementaires se défendant la justice, enfin leur justice plutôt qu'une justice, ça aurait pu influencer Damien. Ce qui est assez intéressant, c'est que Barbier, le chroniqueur Barbier, l'avocat Barbier dont vous parlez parfois dans votre chronique, il a écrit ceci: il résulte que les gens sensés regardent à présent Damien comme un scélérat déterminé, un cerveau brûlé et échauffé par tous les écrits et les discours séditieux qui n'ont que trop été répandus dans Paris. Voilà. Donc la rumeur a fait que Damien est passé à l'acte. Yves Carlier, après l'attentat du 5 janvier 1757, je l'ai raconté dans mon récit, Louis XV accorde son pardon à Damien et selon certains, il supporte très mal son exécution. Qu'est-ce que cela raconte de la personnalité du monarque ? D'après certains historiens, Louis XV s'est aperçu que la blessure n'était que superficielle, la blessure physique n'était que superficielle. Donc, à partir du moment où il n'est pas décédé, il a pu demander... Il n'y a plus de régicide. Voilà, en fait. Il n'y a plus de régicide. Il y a une tentative mais il n'y a plus de régicide. Il aurait demandé une forme de mansuétude vis-à-vis de Damien. Notamment, il a exigé qu'il ne soit pas maltraité. Et là, les tortures qu'a subies Damien, notamment dans la geôle de Versailles, lorsqu'il était encore aux mains de l'hôtel, de la prévôté de l'hôtel, là, ça a été une décision, notamment qui a incombé au garde des Sceaux, qui était Machaut d'Arnouville à ce moment-là. Là, il a demandé qu'on lui impose la question. Et je pense que c'est du reste à son corps défendant que Louis XV a transféré le procès au Parlement de Paris. Il y a eu des rivalités au sein de la cour, et je pense que Louis XV aurait voulu que les choses se passent normalement, ne fassent pas trop d'éclat, mais à partir du moment où ça a été donné au Parlement, ce Parlement, la grande chambre du Parlement, a fait un excès de zèle jusqu'à la décision finale de cette exécution absolument inhumaine. Mais justement, pourquoi on a du mal à comprendre que le Parlement de Paris, qui était plutôt en opposition avec le pouvoir royal, s'est montré plus cruel, alors que il aurait pu au contraire montrer de la mansuétude pour montrer combien la vie du roi, au fond, n'avait pas été vraiment mise en danger. Je pense qu'ils ont voulu se positionner, alors peut-être vis-à-vis du peuple de Paris et du peuple de France de manière plus globale, ils ont voulu se positionner comme étant un défenseur ou des défenseurs de l'autorité. Et l'autorité que eux estimaient représenter et non pas le souverain. Ou alors le souverain uniquement par délégation. Damien est condamné à mort par écartellement. C'est le supplice qui était réservé aux régicides. C'est ce qu'avait subi Ravaillac après l'assassinat d'Henri IV. Ce crime, c'est le crime suprême, n'est-ce pas ? Il faut frapper les esprits et montrer qu'il ne reste rien du régicide. Et d'autant plus qu'on brûle le corps à la fin. Donc oui, on fait disparaître l'homme. Mais l'écartèlement, c'est quand même très dur, surtout que on met du plomb. On le prépare. Pour que les membres se détachent du tronc. Je n'ai pas d'explication. Je pense qu'il y a plus cruel, peut-être, mais c'est ce qu'il y a fait en France de plus marquant pour marquer les esprits. Alors justement, Damien est écartelé le 28 mars 1757 en place de Grève, c'est l'actuelle place de l'Hôtel de Ville de Paris. Qu'est-ce qui motive les foules à assister à cette mise à mort ? On raconte même que certains ont payé à prix d'or pour assister à ce macabre spectacle depuis les balcons. Oui, c'est une mise en scène de la mort. Et puis, si vous me permettez cette anachronie, une vieille chanson de Renaud qui dit « La mort ne vient pas seule, les charognards sont là ».
Voilà, c'est exactement ça. On vient voir, c'est le côté morbide auquel nous assistons encore de nos jours. Dès qu'il y a un accident se passe, on regarde ce qui se passe. Aujourd'hui, on prend des photos avec son téléphone et on n'essaye pas de réfléchir à ça. Donc c'est le côté morbide, on allait voir cela. Est-ce que certaines personnes voulaient se mettre en valeur en allant voir l'exécution de Damien ? Je ne pense pas. Mais jusqu'aux dernières exécutions publiques en France, on allait voir, c'était un spectacle. Enfin, si c'est le terme. Macabre, mais spectacle. C'était un spectacle. Le supplice de Damien a duré de très très longues minutes. J'ai raconté dans mon récit qu'il a même fallu lui couper les tendons pour faciliter l'arrachement de ses membres après plusieurs tentatives vaines. On raconte que même les Sanson, cette célèbre famille de bourreaux, que les Sanson ont été marqués. Quel récit ont-ils fait du supplice ? Alors, il y a un récit des Sanson. Malheureusement, les mémoires de Sanson sont apocryphes. Ont été rédigés vers 1830 à peu près. Par contre, ce que l'on prétend, et qui peut être plausible, donc le Sanson le plus célèbre, c'est Charles-Henri Sanson, celui qui a œuvré pendant la Révolution, notamment pour exécuter ou guillotiner Louis XVI. Charles-Henri Sanson était alors l'assistant de son oncle. C'est l'oncle de Sanson, c'est une dynastie de bourreaux. Charles-Henri Sanson aurait été marqué par le ratage de l'écartèlement, notamment. Et Charles-Henri Sanson a été des premiers à prôner la guillotine. Donc, une des conséquences éventuelles de la présence de ce bourreau, c'est qu'un peu plus tard, on a essayé de trouver un système, excusez-moi l'expression, plus humain pour exécuter le bon docteur les Guillotin, gens. c'est ce qu'il voulait. Voilà, c'est ça. Et l'oncle de Sanson, donc le bourreau effectif, a arrêté sa carrière après l'exécution ratée. Ah oui. Et là, ça a été sa dernière exécution. Quelles ont été les conséquences de cet attentat ? Est-ce que certains hauts dignitaires ont été limogés après l'attentat raté de Damien ? Alors, une des conséquences de l'attentat, c'est que d'abord le roi était un peu mieux surveillé. Il sortait peut-être un peu moins seul, notamment pour aller se promener dans Versailles, par exemple. Ou Parc Auxerre. Et c'est surtout une des conséquences, et auxquelles je pense personne n'avait pensé, à l'époque, c'est le renforcement de la position de Madame de Pompadour. Madame de Pompadour est devenue l'incontournable. C'est en allant voir Madame de Pompadour que Louis XV s'est retrouvé rasséréné. Ce n'est pas sa famille qui l'avait rassuré, c'est vraiment le duc de Croix, il le dit bien. À un moment, il va voir Madame de Pompadour et il revient avec un sourire. Donc, c'est elle qui savait lui parler. C'est pas du tout sa famille. Donc, ça a renforcé Madame de Pompadour. Et peu de temps après, il y a eu le renvoi de deux principaux ministres, qui étaient Machaut d'Arnouville et d'Argenson, donc garde des Sceaux, notamment Machaut d'Arnouville. Et à mon avis, c'est une conséquence indirecte de l'attentat de Damien. C'est-à-dire que Madame de Pompadour, qui était toute puissante, qui était en forte rivalité avec d'Argenson, alors qu'au début, elle l'avait protégé, elle a obtenu, et je pense que c'est elle qui a obtenu le renvoi de certains de ses ministres, pour affirmer sa position à la cour. Et pour imposer sa coterie. Sa coterie, et pour raffirmer le renversement des alliances. C'est quand même elle qui était un peu à l'initiative de le renversement des alliances. Pour finir, Yves Carlier, le jour de son supplice, Robert-François Damien a-t-il vraiment prononcé cette phrase ? La journée sera rude. C'est un peu tout le problème de ces phrases rapportées plus tardivement. Oui. On n'en a pas la preuve, mais je pense... Si c'est pas vrai, c'est bien trouvé. Oui, si c'est pas vrai, c'est bien trouvé, exactement. Merci beaucoup Yves Carlier de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Robert-François Damien, l'homme qui a voulu assassiner Louis XV. Je précise que le château de Versailles, où vous êtes conservateur général, présente actuellement une magnifique exposition, notamment c'est à Trianon sur les soieries impériales. Il faut absolument aller voir. Là, si vous voulez voir des soieries de l'époque impériale qui n'ont jamais été utilisées, tout simplement, qui sont dans des couleurs chatoyantes, neuves, allez voir ça. Je pense que ça remet un peu en question les idées que l'on peut avoir sur le décor de la période impériale. Absolument. Merci beaucoup Yves Carlier. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.